Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Répar et aujourd'hui on va parler de OpenDNS. Alors OpenDNS, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Bien, pour comprendre à quoi sert OpenDNS, il faut se remémorer un petit peu le fonctionnement du DNS. Donc on ne va pas refaire le cours complet, il y a déjà 2 vidéos qui parlent de ça. Maintenant, on va juste revisiter un tout petit peu les fondamentaux, le concept de base, pour que vous ayez une meilleure idée de ce à quoi va servir OpenDNS. OpenDNS va travailler donc, comme son nom l'indique, va fournir du DNS. Alors, du DNS, qu'est-ce que c'est? C'est du Domain Name System, c'est donc le système de nom de domaine, et c'est ce qui va nous permettre de trouver facilement des adresses, en tout cas de nous connecter facilement à des sites web, par exemple, ou à des serveurs sur Internet. Alors, sur Internet ou sur un réseau local, les ordinateurs communiquent entre eux par des adresses IP. Une adresse IP, ça se présente de la forme suivante, c'est-à-dire, par exemple, 192.168.1.1 ou 10.25.12.5 ou encore, par exemple, 73.83.25.8. Tout ça, ce sont des adresses IP. Ces adresses IP pointent vers quelque chose, vers une machine, certainement, quelque part, soit sur Internet, soit sur le réseau local. Mais une adresse IP, c'est pas facile à retenir pour nous. Pour un ordinateur, c'est très bien, il arrive à en faire des choses, mais l'être humain, il a besoin d'un petit peu plus que ça. Et on a plus de facilité à retenir une adresse du type www.monsite.com, par exemple. Ou un nom qui serait, par exemple, serveur partage. Voilà, serveur partage. Donc, tout ça, ce sont des noms plus faciles à retenir pour nous. Et il faut bien trouver un moyen de faire la correspondance entre les deux. Et c'est donc à ça que sert un DNS. Un DNS va faire la traduction entre un nom de domaine ou un nom d'hôte et une adresse IP. C'est son rôle. Très bien. Comment ça se passe dans la pratique? Eh bien, dans la pratique, on a vu il y a plusieurs mécanismes qui se mettaient en place, mais globalement, quand vous faites une recherche, vous êtes sur votre ordinateur, vous cherchez une adresse. La première chose que va faire votre ordinateur, c'est de regarder déjà en interne, dans son fichier qui s'appelle host, pour voir s'il connaît la correspondance entre le nom de domaine ou le nom d'hôte que vous lui demandez et une adresse IP. Le fichier host est constitué de la façon suivante, donc adresse IP, donc alors on va avoir une adresse 128.5.12.14, voilà, on va dire n'importe quoi, ou 83.5.8.5. Et en fait, cette adresse-là va correspondre à Toto, et cette adresse-là va correspondre à Titi. Donc, ça pourrait très bien être www.google.com, ça pourrait très bien être www.facebook.com, ça pourrait être n'importe quelle adresse, ça pourrait être n'importe quel hôte sur le réseau local. Ça n'a pas vraiment d'importance. Le principal est qu'il y ait bien une correspondance entre un nom d'hôte et une adresse IP. Donc voilà comment se présente le fichier host. Si on ne trouve pas la correspondance ici, on va interroger le serveur ou les serveurs de DNS. Ces serveurs de DNS, dans une machine en TCP/IP, on les configure soit de façon manuelle, soit de façon automatique. Dans la configuration de votre ordinateur, vous avez forcément les éléments suivants. Une adresse IP, vous avez forcément une passerelle par défaut, et vous avez forcément un DNS primaire ou principal et un DNS secondaire. Voilà. Un DNS primaire et un DNS secondaire. Donc tout ça, il y a deux façons de le faire. Soit on le fait manuellement, en rentrant les informations à la main, évidemment. Alors, IP, il y a aussi le masque de sous-réseau. Voilà, masque de sous-réseau. Enfin, on ne va pas refaire tout le détail, mais globalement, voilà les informations importantes qu'il faut renseigner dans votre ordinateur pour que vous puissiez vous connecter à votre réseau local et, a fortiori, à Internet. Puisque ça fonctionne de la même façon. Très bien. Maintenant, ces serveurs de DNS primaires et secondaires, et toutes ces informations peuvent venir soit du fait que vous les ayez mises à la main, soit parce que vous avez quelque part sur votre réseau un serveur qu'on va appeler DHCP. Et ce serveur DHCP, on l'a réglé une fois pour toutes pour qu'il attribue à chaque machine qui va se connecter à lui une adresse IP avec le masque de sous-réseau qui correspond,
qui configure la passerelle par défaut et qui configure les serveurs de DNS primaire et secondaire. Donc globalement à la maison, quand vous vous connectez à Internet, quand vous avez votre machin box, et bien cette machin box, entre guillemets, a un routeur intégré et a aussi un serveur DHCP intégré. Et dedans, ce qu'a fait votre fournisseur d'accès, il a mis ses propres adresses pour les serveurs DNS primaires et secondaires. Ce n'est pas forcément la meilleure façon. Il est possible d'aller dans la configuration de votre ordinateur et de les changer. Dans tous les cas, ces informations-là vont permettre à votre ordinateur, puisqu'il n'a rien trouvé dans son fichier host, de contacter l'étape suivante, c'est le serveur de DNS. Alors d'abord le serveur de DNS primaire, et s'il ne trouve pas dans le serveur de DNS primaire, dans le serveur de DNS secondaire. Et en tous les cas, ces deux serveurs-là vont tâcher de trouver, en contactant éventuellement d'autres serveurs sur Internet, vont tâcher de trouver à quoi correspond l'adresse que vous leur demandez. Mais en principe, il n'y a pas de filtrage. Eh bien, ce que vous propose OpenDNS, c'est tout simplement de configurer ces deux serveurs-là de façon à ce que ça passe par leur service. Et leur service OpenDNS, va tenter d'optimiser un petit peu les choses. Ils ont un service qui est très rapide finalement, c'est un DNS qui fonctionne plutôt bien, et ils ont aussi l'avantage de tenter de vous protéger. Alors donc, soit sans inscription, c'est-à-dire en suivant des règles généralistes, soit grâce à une inscription gratuite sur leur site, sur lequel vous allez pouvoir affiner les choses. Donc voilà un petit peu comment ça va se présenter, et globalement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc moi, ce que je vous propose de faire, ça va être de passer devant l'écran et de voir concrètement, dans la pratique, comment ça fonctionne, comment on fait ce genre de réglage, et comment on rentre tout simplement les adresses des serveurs de DNS de OpenDNS. Nous voilà présents sur l'ordinateur et donc on va pouvoir s'intéresser au fonctionnement de OpenDNS et voir comment configurer tout ça dans l'ordinateur pour que, au lieu de passer par les serveurs DNS de notre fournisseur d'accès, on aille plutôt utiliser les serveurs DNS de OpenDNS. Alors pour ça, d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ouvrir une page internet et on va taper l'adresse www.opendns.com. Voilà. Donc là, ça va nous amener sur la page d'accueil du site officiel de OpenDNS. Donc là, on va juste fermer ce message-là, voilà. Donc la première chose qu'on peut remarquer déjà, c'est que OpenDNS nous donne sur sa page d'accueil directement l'adresse IP de ses serveurs de DNS. Donc on va commencer déjà par là, tout simplement. On va configurer notre accès à Internet pour utiliser ces serveurs de DNS. Alors pour s'assurer que tout fonctionne, il y a une possibilité, donc on va ouvrir un deuxième onglet. Et là on va aller sur une page qui est donc à l'adresse www.opendns.com/welcome. Alors opendns.com/welcome, et cette page-là en fait détecte si on utilise ou non les serveurs DNS de OpenDNS. Et là en ce moment, effectivement, on n'utilise pas les serveurs de OpenDNS. Donc pour corriger ça, enfin pour le faire en tout cas, on va aller régler les informations dans notre ordinateur pour que nos serveurs DNS soient ceux de OpenDNS. Donc on va dans le menu démarrer, on va cliquer sur panneau de configuration. Pour ça, ensuite, on va aller dans réseau et internet, dans le centre réseau et partage, et on va modifier les paramètres de la carte. Donc là, en ce qui me concerne, j'ai une seule connexion réseau, j'ai une connexion filaire, mais il se peut que chez vous, vous en ayez plusieurs, que vous ayez aussi des connexions en Wi-Fi, etc. Il faudra bien entendu modifier ces paramètres pour toutes les connexions que vous utilisez régulièrement. Alors, pour être sûr d'avoir les bonnes adresses, donc on va retourner sur la page d'accueil en fait de OpenDNS et on va garder en vue ces deux adresses. Donc je reviens sur ma configuration pour finir, donc je vais cliquer avec le bouton droit sur connexion au réseau local et je vais cliquer sur propriétés. Dans les propriétés, je vais sélectionner protocole internet version 4 et je vais cliquer sur propriétés. Et sur cette page là, on va pouvoir régler la façon dont notre ordinateur se connecte au réseau et par conséquent à Internet également. Donc, pour obtenir une adresse IP, ça se passe de façon automatique. C'est-à-dire que dans notre box de connexion à Internet, dans notre modem qui nous est fourni par notre fournisseur d'accès à Internet, très souvent, à l'intérieur du modem, il y a plusieurs choses. Il y a un routeur, il y a plusieurs choses. Et dedans, il y a un serveur DHCP. Et ce serveur DHCP a pour rôle, effectivement, de nous fournir les informations de connexion, c'est-à-dire l'adresse IP de notre ordinateur, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, mais également les adresses des serveurs DNS. Donc par défaut, on va laisser
comme c'est pour obtenir l'adresse IP automatiquement. Donc adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut, ce sera notre modem ADSL, notre box ADSL ou fibre ou ce que vous avez pour vous connecter à Internet, qui va nous fournir les informations. En revanche, pour ce qui concerne les DNS, puisqu'on est en train de les modifier, on va non pas obtenir les adresses automatiquement, mais on va les définir manuellement. Donc on va pour ça cocher la case, cocher le petit bouton radio, utiliser l'adresse de serveur DNS suivante, et on va renseigner les deux adresses qui se trouvent ici, dans les champs qui vont bien ici. Serveur DNS préféré, donc principal, et serveur DNS auxiliaire, donc secondaire. Le principal, ce sera la première ligne, le secondaire, ce sera la deuxième. Donc on va simplement recopier, donc la première ligne, ce sera 208.67.222.222. La deuxième ligne, ce sera 208.67.220.220. Donc c'est exactement ce qui est indiqué ici sur le site, sur la page principale du site de opendns.com. Donc je valide en cliquant sur OK et je clique sur Fermer. Je peux maintenant refermer cette fenêtre-là, j'en aurai plus besoin. Et à partir de maintenant, j'utilise les serveurs DNS de OpenDNS. Alors, comment je peux m'en rendre compte? A priori, il n'y a pas vraiment de façon simple de s'en rendre compte. Donc, on va juste quand même utiliser leur page Welcome qui va nous dire effectivement si oui ou non on utilise leur serveur de DNS. Donc, on va actualiser la page, donc je me mets dessus et j'appuie sur Entrée pour recharger la page. Je me mets sur l'adresse et j'appuie sur Entrée. Et là, effectivement, il nous dit bienvenue à OpenDNS. Et effectivement, on utilise maintenant les serveurs de OpenDNS. Donc, on peut également faire quelques petites vérifications et ils vont nous permettre de voir OpenDNS en action avec les trois exemples suivants. Donc, le premier exemple, c'est de tester leur site de démo, c'est-à-dire qu'ils ont un site qui s'appelle internetbadguys.com qui est officiellement, qui est reconnu, en tout cas déclaré comme étant un site malveillant. Alors, on va cliquer sur le lien et normalement, OpenDNS se charge de nous bloquer cette page, et c'est ce qui se passe exactement, puisque ce site est considéré comme un site de phishing. Alors, c'est un faux site de phishing, bien entendu, c'est pour du test, mais globalement, voilà à quoi ça va ressembler quand on tombera sur un site vraiment malveillant, un site de phishing ou un site frauduleux, voilà comment ça va se présenter. Donc ça nous permet déjà d'avoir une première vue sur ce que ça va donner. Donc voilà, très bien, on peut fermer cette page, c'est parfait. Et ensuite, ils nous disent également qu'on devrait remarquer des améliorations de temps de chargement sur des sites comme Facebook par exemple. Alors là, on va pas forcément le faire parce que je n'ai pas de compte Facebook pour tester tout de suite, je n'ai pas ce qu'il faut, mais si vous le testez, vous verrez effectivement qu'il y a un petit peu d'amélioration, ça peut aller effectivement un tout petit peu plus vite que en passant par les serveurs DNS de votre fournisseur d'accès. Et une autre option qui est plutôt intéressante, ils nous disent vous cherchiez Craigslist.org et vous avez tapé Craigslist.org, ça marche quand même. Alors, effectivement, on va prendre un exemple. Si je tape perdu.com, donc voilà le site officiel perdu.com. Mais si je me trompe et que alors je vais fermer cette page, je vais en rouvrir une autre. Si au lieu de taper perdu.com, je vais faire www.perdu.cm, j'oublie le O, et là ça marche quand même. OpenDNS tout seul a déterminé que le .cm c'était peu probable, ça n'existait pas. Il a vu que le .com existait, il m'a redirigé automatiquement vers .com. Alors ça marche avec Craigslist, ça marche avec perdu.com, ça marche avec ordirepar.com, ça marche avec toutes sortes de sites. À vous de faire des essais, vous pourrez voir, vous vous rendrez compte que ça peut éviter justement des erreurs. C'est-à-dire que parfois, certains sites frauduleux prennent des adresses proches de sites connus, je dirais. Voilà. Par exemple, perdu.com, si effectivement au Cameroun, quelqu'un avait déclaré perdu.cm, parce que .cm c'est l'extension pour le Cameroun, eh bien, je pourrais effectivement me retrouver sur un site frauduleux qui ne serait pas le vrai perdu.com et qui serait un faux perdu.com qui pourrait tenter, pourquoi pas, de détecter des choses sur ma connexion, sur mon ordinateur, etc., etc., enfin, faire toutes sortes de choses. Bon, ça se verrait assez vite parce que perdu.com est un site très simple, mais voilà, en tout cas, sur des sites plus complexes comme Facebook, si quelqu'un enregistrait par exemple le nom Facebook au lieu de Facebook, alors je pense que c'est déjà fait, hein, je pense que ça existe quand même et que c'est le véritable Facebook qui a appris ça,
mais ça pourrait conduire à une méprise. Voilà, et on pourrait risquer de se tromper. OpenDNS va essayer de corriger ces problèmes-là et de nous amener sur le vrai site sur lequel on souhaite aller. Donc voilà, donc ça c'est une première chose déjà plutôt intéressante. On voit que ça marche sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, à part effectivement configurer les serveurs de DNS dans notre connexion. On a déjà toutes ces choses dont on peut bénéficier. Mais le problème c'est qu'on n'est pas vraiment maître de la situation et peut-être qu'on voudrait aller un tout petit peu plus loin. Et pas seulement bloquer les sites considérés comme malveillants, mais aussi faire une sorte de filtrage de sites, pas forcément malveillants à la base, mais faire une sorte de contrôle parental d'une certaine manière, ou un filtrage par exemple en entreprise. Exclure des sites accessibles, par exemple tous les facebook.com, tous les Twitter, les sites de réseaux sociaux, les sites pornographiques, les sites par exemple qui parlent de discrimination, les sites qui parlent d'armes, les sites de téléchargement illégal, toutes sortes de choses. Pour ça, la seule solution, malheureusement il n'y a pas d'autre possibilité, on ne peut pas le faire sans s'inscrire, la seule solution c'est de s'inscrire. Et pour s'inscrire, sur la page d'accueil de opendns.com, vous avez le bouton Get It Now et vous pouvez choisir For Consumer. Et For Consumers, ça veut dire simplement pour les particuliers en fait, tout simplement. On se connecte, on peut créer un compte particulier, de particulier, donc sur OpenDNS. Alors, il y a trois options possibles. Il y a l'option OpenDNS Home qui vous permet d'avoir quelque chose de personnalisable au niveau du filtrage et de la sécurité, ce qui est plutôt pas mal, c'est l'offre de base, c'est gratuit. Ensuite, on a une offre un tout petit peu plus poussée, c'est la OpenDNS Home VIP, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de paramétrer également le filtrage et la sécurité, mais on peut avoir en plus des statistiques, du support et des choses intéressantes. Et là, pour le coup, c'est payant. C'est 19,95 $ par an. C'est pas une grosse somme, mais effectivement, il faut voir si on en a vraiment besoin. Et après, il y a la version OpenDNS pour la protection familiale, c'est-à-dire que c'est préconfiguré pour bloquer les sites pour adultes. Donc ça peut être effectivement intéressant pour un usage familial. Donc on peut choisir en cliquant sur l'un des trois, lequel on veut. Là, on va le faire sur le premier, ça va être très bien. On va juste, le premier va être amplement suffisant, je pense. On va cliquer sur Sign Up Now. Sign Up Now, en fait, ça va nous permettre de nous inscrire, de créer un compte gratuit chez OpenDNS, de façon à pouvoir paramétrer un peu plus finement la façon dont les choses sont filtrées sur notre connexion. Donc, on s'inscrit en indiquant une adresse email, un mot de passe, très bien, là il n'y a pas de mystère. Comment on a connu OpenDNS, donc on a quelques possibilités de choix, et la façon dont on va l'utiliser. Alors on a le choix également de remplir cette information. Et quand on a fini, on clique sur Continue. Normalement, ce qui se passe à partir de là, c'est qu'on reçoit sur la boîte mail qui nous a servi à l'inscription, on reçoit un mail de confirmation avec un lien sur lequel il suffit de cliquer pour valider l'inscription. Très bien. Donc une fois que c'est fait, moi je ne vais pas le refaire une deuxième fois parce que j'ai déjà effectivement un compte, donc je vais me connecter, je vais retourner sur la page d'accueil, donc opendns.com, voilà, et je vais tout simplement, au lieu de cliquer sur Get It Now, je vais cliquer sur Login. Donc Login, je vais me connecter, je vais m'identifier avec mon compte. Donc là je vais pouvoir taper mes identifiants, le mot de passe, voilà, et à partir de là, je vais accéder à l'interface de gestion de OpenDNS. Donc sur cette interface de gestion, il y a plusieurs onglets, et celui qui va nous intéresser principalement, alors on ne va pas faire le tour de toutes les options possibles, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, mais les plus importantes en tout cas, ça va être dans l'onglet Settings. Alors on va aller dans l'onglet Settings, donc là on a une zone qui indique effectivement quelle est l'adresse IP publique qui a été détectée sur notre connexion, donc c'est l'adresse publique de ma connexion à Internet, qui d'ailleurs est également inscrite en haut, et on peut effectivement ajouter ce réseau à la liste des réseaux filtrés. Donc on va cliquer sur ajouter ce réseau, add this network, on peut lui donner un nom, alors voilà, on a cette petite fenêtre qui apparaît, on va lui donner un nom, moi je vais l'appeler par exemple maison. Si vous avez une adresse IP dynamique, c'est-à-dire que votre modem change régulièrement d'adresse IP, dès que vous l'éteignez ou vous le rallumez, vous avez une adresse IP publique différente. Ça peut être un problème parce que du coup, OpenDNS ne saura pas vous reconnaître tout de suite. Donc pour pallier ce problème-là, ils ont une option qui vous permet d'indiquer que vous avez une adresse IP dynamique, et ils vous proposent de télécharger OpenDNS Updater. Alors là c'est pour Windows parce que je suis sur Windows, mais j'imagine que
avec d'autres systèmes, vous auriez normalement le lien qui correspond à votre système. Donc ce petit programme, tout simplement, va détecter les changements d'adresse IP publique et se connecter à OpenDNS pour leur signaler que votre adresse IP a changé, tout simplement. Et, voilà, et leur donner votre nouvelle adresse IP, de façon à ce que le filtrage puisse continuer sur votre nouvelle adresse IP. Donc très bien. Alors en ce qui me concerne, j'ai pas d'adresse IP dynamique, j'ai plutôt une adresse statique, donc mon adresse ne change jamais. Et je vais donc décocher cette case-là. Donc je clique sur Done pour dire que j'ai terminé. Et voilà, donc il m'indique que le réseau a été ajouté avec succès. Donc maintenant j'ai la liste des réseaux qui sont surveillés, je pourrais en avoir d'autres, je pourrais ajouter encore un autre réseau pour faire pour faire d'autres gestions sur des réseaux différents. Par exemple, je pourrais très bien avoir le réseau à la maison, le réseau au bureau, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que en général, les particuliers n'ont qu'une seule adresse IP et vous n'avez pas plusieurs adresses IP, c'est ce qu'ils vous disent d'ailleurs au-dessus. Donc pour la partie gratuite, vous avez le droit qu'à un seul réseau. Si vous voulez utiliser plusieurs réseaux, il faut contacter le support et éventuellement passer à une version entreprise. Donc voilà, avec évidemment un service payant. Donc là, pour une utilisation à la maison, c'est très bien. Donc j'ai ma ligne qui correspond à la maison, je vais tout simplement cliquer sur l'adresse IP ici, donc on a le nom maison et l'adresse IP, je clique sur l'adresse IP pour régler les paramètres de filtrage. Alors, sur la gauche, on a plusieurs options possibles. On a le filtrage des contenus web, la sécurité, des personnalisations, les statistiques et les logs, donc les logs des sortes de fichiers qui gardent une trace de tout ce que vous faites, et des paramètres avancés. On ne va pas s'attarder sur toutes les options, on va surtout s'intéresser aux deux premières, qui sont plutôt intéressantes. Les autres, je vous laisse les découvrir par vous-même, en jouant avec, pourquoi pas. Mais les deux premières seront finalement les plus importantes. Alors, on va d'abord aller dans la sécurité. Dans la sécurité, finalement, c'est là qu'on retrouve les paramètres de blocage des applications malveillantes, que ce soit des sites connus pour être des malwares ou pour des botnets. Donc on empêche la connexion de logiciels malveillants vers des sites réputés dangereux. On se protège également des sites considérés de phishing, c'est-à-dire des sites frauduleux qui se font passer pour des sites officiels alors que ça n'en est pas. Par exemple, il se peut que vous receviez par mail éventuellement une information vous disant que votre banque a besoin que vous cliquiez sur le lien ci-dessous pour vous identifier à nouveau et vérifier quelques informations personnelles. Surtout ne cliquez jamais sur ce genre de lien parce que en réalité le site sur lequel vous allez être redirigé, il y a de fortes chances que ce ne soit pas vraiment le site de votre banque et que ce soit un site frauduleux, un site de phishing. Donc qui se fait passer pour quelqu'un d'autre et qui va simplement essayer de vous voler vos identifiants pour toutes sortes de raisons, des raisons financières, des raisons peu importe pourquoi, mais en tout cas ça peut poser des problèmes. Alors, ce qui va se passer, c'est que OpenDNS va tenter de vous protéger, en tout cas, de ce type d'arnaque. Votre antivirus peut également jouer un rôle dans ce genre de protection. Alors, il faut savoir quand même que OpenDNS n'est pas un antivirus, hein, c'est vraiment un filtrage qui se fait au niveau du DNS. Donc ça n'a pas pour vocation d'être vraiment parfait au niveau viral. Donc n'éliminez pas pour autant votre antivirus. Voilà, tout ce que je peux vous conseiller en tout cas, c'est de faire attention à ça. Et on peut essayer effectivement aussi de bloquer des réponses suspectes. C'est-à-dire que parfois, il y a certaines adresses qui ne sont pas vraiment... certaines connexions en tout cas qui ne sont pas vraiment considérées comme normales. Alors, il faudrait vraiment regarder le détail de ce que fait OpenDNS de ce côté-là. Personnellement, je ne l'ai pas activé. À voir si vraiment ça vaut le coup, si c'est intéressant. Voilà, donc ça, je vous laisse le soin de jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. Et donc, on va s'intéresser maintenant au filtrage web. Alors, le filtrage web, c'est là qu'on va réellement appliquer une sorte de... un peu comme un contrôle parental. Donc, par défaut, on est sur None, c'est-à-dire aucun filtrage. Donc, aucun site n'est bloqué. Donc, sauf bien sûr les sites malveillants, hein, bien entendu, mais ils sont bloqués pour des raisons de sécurité, pas pour leur contenu. Et on peut également choisir de bloquer en fonction du contenu. Et on a plusieurs niveaux de blocage. Alors, soit aucun, bien entendu, soit un niveau bas, c'est-à-dire on bloque uniquement les sites qui parlent de pornographie, soit un niveau moyen, c'est-à-dire on bloque les sites qui sont des sites pour adultes, mais on bloque également des activités illégales, ce qu'on considère comme activité illégale. On a aussi un niveau de blocage un peu plus élevé, vraiment le plus élevé en tout cas, qui va bloquer, disons, le maximum, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les sites pour adultes, les sites
considérés comme illégaux, les sites de partage de vidéos et globalement tous les sites qui sont considérés comme étant des pertes de temps, comme des sites de jeux en ligne, etc. etc. Et on a aussi, et évidemment, la possibilité de faire un réglage personnalisé. Donc moi, c'est ce que je préfère personnellement. Je fais un réglage personnalisé et ça me permet de choisir globalement sur quels critères je veux bloquer l'accès à certains sites. Donc là, par exemple, les sites de rencontres, ça ne m'intéresse pas. Les sites de jeux et de jeux en ligne, voilà, ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà, on peut choisir individuellement. Alors, on va pas faire tout ça maintenant, mais globalement, les sites d'incitation à la haine ou à la discrimination, les sites sur les armes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le web spam, ça m'intéresse pas. Les sites de mauvais goût, alors mauvais goût c'est très subjectif, mais globalement ça peut être la mutilation, la torture, les sites d'horreur, le grotesque, etc. Les sites pro-anorexie, les sites pro-suicide, etc., etc. Donc bon, voilà, on peut filtrer ces choses-là, on peut filtrer la pornographie, la politique, les films, les blogs, etc., etc. Vraiment beaucoup de choses. Donc on va pas tout bloquer, mais juste pour l'exemple, je vais avoir des sites de jeux et des sites de rencontres par exemple qui seront bloqués. Donc les sites de rencontres et les sites de jeux, donc on va appliquer les changements. Donc, je clique sur Apply quand j'ai choisi ce que je voulais. Donc à partir de là, OpenDNS nous informe que ça peut prendre jusqu'à 3 minutes pour être complètement répercuté sur tous leurs serveurs. Donc il ne faut pas être trop pressé, on va leur laisser un petit peu de temps pour que les informations soient répercutées. C'est relativement rapide en général, mais ça peut aller jusqu'à 3 minutes. D'accord. Donc, et au-delà de ces filtrages par thème, on peut aussi choisir de filtrer individuellement des domaines. C'est-à-dire que par exemple, si je veux absolument bloquer, alors j'ai pas bloqué par exemple, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus, bon, voilà, j'ai pas bloqué un site comme perdu.com parce que pour moi, perdu.com, c'était pas un site, je savais pas dans quelle catégorie il pouvait se mettre. C'est de l'humour en général, je pense que ça va être de l'humour. Donc je savais pas comment le bloquer. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais explicitement dire que je veux toujours bloquer perdu.com. Et je clique sur Add domaine. Voilà, donc là, perdu.com est toujours bloqué. Si je me suis trompé et que je veux plus, je peux cocher la case et cliquer sur Delete et je vais effacer ce blocage. En revanche, je sais que, par exemple, je veux bloquer, admettons, les sites de rencontres. Alors, on va déjà le laisser comme ça, mais peut-être que je sais que... alors, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus comme site de rencontre? Parce que je ne connais pas bien, évidemment. Je crois que c'est eDarling. eDarling. Voilà. Par exemple, je ne veux pas de Mythique, mais je veux bien du eDarling. Alors, aujourd'hui, eDarling, si je l'ouvre, alors là, la page, évidemment, s'ouvre, mais alors il y a une raison, hein, il y a une raison à ça. C'est pas encore complètement débloqué parce que je l'ai ouvert tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre site de rencontre, on va chercher site de rencontre. Voilà, site de rencontre. Dans les sites de rencontre, alors Badoo par exemple, c'est un site de rencontre. Alors c'est pas tout à fait un site de rencontre dans le sens qu'on le comprend. Voilà, rencontre avec Mythique. Bon voilà, tout ça. Bon, pour l'instant c'est pas encore bloqué, c'est normal parce qu'on n'a pas encore valider vraiment tous les changements, il faudrait d'abord fermer le navigateur. Voilà, globalement, ces sites de rencontre ne sont pas bloqués. Je vais me laisser par exemple une option sur adoptamec.com. Tiens, allez, adoptamec.com. Donc on va laisser. Alors au lieu de toujours bloquer, je vais jamais bloquer. Adoptamec.com. Voilà, admettons. Mettons que ce site-là me plaise, voilà, je veux le laisser ouvert, il ne sera jamais bloqué, adoptamec.com. Très bien, donc j'ai renseigné des choses, ça peut prendre jusqu'à 3 minutes pour que tout soit parfaitement répercuté. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement fermer le navigateur, donc je vais fermer tout ça, et pour être vraiment certain que Windows ne garde pas des traces éventuellement de la relation entre le nom de domaine et une adresse IP, donc un cache de DNS, parce que dans Windows il y a aussi un cache de DNS pour ne pas interroger systématiquement le serveur.
je vais forcer le vidage, je vais forcer Windows à vider ce cache. Donc pour ça, je vais ouvrir le menu démarrer, je vais taper CMD pour ouvrir l'invite de commande. Je vais faire clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Bien entendu, j'accepte. Et je vais taper une commande qui est la suivante, c'est ipconfig /flush DNS. FLUSH DNS. Et je valide avec entrée. Et là, donc, le message me confirme bien que le cache de résolution DNS de Windows a été vidé. Donc je vais pouvoir fermer mon invite de commande. Et à partir de maintenant, logiquement, les options de filtrage que j'ai définies devraient être prises en compte. Alors, on va tester tout de suite. Si je vais sur... alors, si je cherche jeu en ligne, par exemple, j'ai dit que je voulais bloquer les jeux en ligne. Donc, jeu en ligne. Logiquement, voilà. Dès que j'essaie de l'ouvrir, pam, un message tout de suite qui me dit que OpenDNS a bloqué, en fait, jeu en ligne. Bon, très bien. Je vais chercher, par exemple, du poker. On va être un peu plus vicieux. Poker en ligne. Hop. Des sites de poker en ligne comme avec PokerStars, par exemple. Paf, PokerStars, il est bloqué automatiquement. Très bien. On a parlé de sites de rencontres tout à l'heure. Site de rencontres. Alors, hop, les sites de rencontres. Alors, les sites de rencontres, eh ben, on va avoir Badoo. Alors, est-ce que ça marche Badoo? Alors, c'est pas un vrai site de rencontre, c'est un site de contact. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, alors, Mythic. Alors, Mythic, en revanche, c'est un site de rencontre, et lui, il est bloqué. On a Hug Avenue, par exemple, qui est aussi un site de rencontre, mais alors là, il n'est pas connu, visiblement, de OpenDNS, donc il ne l'a pas bloqué. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. eDarling, c'est un site de rencontre connu, il est bloqué. Et si je dis Adopte un mec, en principe, Adopte un mec, il ne devrait pas être bloqué parce que, ah oui, j'ai pas mis les 3 W devant, c'est de ma faute. Quand j'ai autorisé le domaine, j'ai autorisé pour adoptamec.com et j'ai pas autorisé pour www.adoptamec.com. Enfin voilà, vous comprenez l'idée en tout cas. Globalement, ça permet de faire quelque chose qui soit un tout petit peu plus sécurisé. Alors vous voyez qu'il y a quand même des choses qui passent au travers des mailles du filet, il ne faut pas forcément lui faire confiance à 100% sur tous les blocages, mais c'est pour ça que vous pouvez manuellement bloquer des choses. Voilà. Et pensez bien à mettre les 3 W devant si vous voulez que tout soit bien bloqué comme vous voulez. Il faut que ce soit effectivement le nom complet. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose de nous retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Bien voilà globalement comment utiliser OpenDNS, voilà ce qu'on peut en dire. Comme vous avez pu le voir, c'est finalement pas très compliqué, il suffit d'aller régler au moins une fois dans les paramètres réseau de votre ordinateur les adresses IP correspondant au serveur de OpenDNS pour que ce ne soit pas des adresses automatiques de votre fournisseur d'accès. C'est un réglage qui se fait assez bien et assez facilement. Donc à côté de ça, effectivement, on n'est pas obligé de s'inscrire, on peut déjà l'utiliser comme ça pour essayer d'accroître un petit peu les performances et d'avoir un minimum de sécurité. Si vous voulez effectivement aller un petit peu plus loin, il est possible de vous inscrire et d'avoir accès aux options qu'on a vues ensemble, c'est-à-dire pouvoir filtrer par thème certains sites ou autoriser certains sites explicitement ou bloquer certains sites explicitement. Donc finalement c'est pas très compliqué. Alors c'est vrai que l'interface est en anglais, donc tous ceux qui ont du mal effectivement avec l'anglais vont finalement peut-être hésiter à le faire, mais franchement ça peut valoir le coup d'essayer. N'hésitez pas éventuellement à utiliser des navigateurs comme Google Chrome qui ont des modules de traduction automatique et qui vous traduisent au moins les menus principaux en français, si vraiment ça peut vous aider. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très difficile de faire de l'informatique sans avoir un minimum quand même de notions en anglais, même rudimentaire. Il y a quelques éléments, quelques endroits importants à comprendre comme sign in, login, etc. qui sont des informations finalement qu'on retrouve très souvent sur pas mal de sites. Donc essayez tout de même de voir ça. Donc voilà globalement comment utiliser ça. Donc une fois qu'on s'est identifié, on peut effectivement définir son propre réseau avec l'adresse IP publique et affecter un comportement, c'est-à-dire bloquer des sites de rencontres, des sites de jeux, des sites porno, des sites etc. Ce qu'on veut, on peut bloquer pour filtrer effectivement. Dans le cadre d'une entreprise, ça peut effectivement être intéressant à faire. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Alors, il y a quand même un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Alors,
certains d'entre vous l'auront peut-être déjà remarqué. On va juste refaire un tout petit récapitulatif rapide. Donc votre ordinateur cherche à joindre un site blablabla domaine.com par exemple, ou .org, ou .net, ou peu importe. L'ordinateur ne sait pas comment trouver cette adresse. Son seul moyen, c'est de contacter, alors ici il va y avoir le fameux serveur de ce domaine.com. Son seul moyen, c'est de contacter un serveur DNS, et là en l'occurrence, ce qu'on lui a demandé de faire, c'est de contacter ici OpenDNS. Donc il va systématiquement contacter OpenDNS, qui va lui renvoyer l'adresse IP de la machine à interroger, et on va ensuite pouvoir se connecter au serveur concerné. Ce qui veut dire que, quoi que vous fassiez sur votre ordinateur, globalement, quel que soit le site sur lequel vous allez, OpenDNS aura une trace, éventuellement, pourrait avoir une trace et sera au courant de tout ce que vous faites. Alors c'est vrai que ça peut être un problème pour certains. Mais globalement, c'est ce que fait déjà votre fournisseur d'accès à Internet. Donc vous lui faites confiance, vous le payez effectivement pour ça. OpenDNS, évidemment, c'est un service que vous maîtrisez moins, vous ne le connaissez pas nécessairement, vous ne le payez pas en plus, qui nous prouve qu'ils sont de bonne foi et qu'ils ne vont pas se servir de ces informations pour des besoins qui seraient peut-être de mauvais goût, de mauvais augure, enfin on ne sait pas trop vraiment. En fait, la seule raison qui pourrait nous pousser à avoir confiance à OpenDNS, c'est que simplement leur business model, leur façon de gagner de l'argent, c'est grâce à la publicité. Vous avez certainement remarqué que quand une page est bloquée, vous avez un cadre qui affiche des liens publicitaires en dessous. Et c'est comme ça que OpenDNS gagne majoritairement de l'argent. Alors effectivement, ils ont des offres pour les professionnels, pour les entreprises, ils ont quand même des offres payantes malgré tout, mais à un petit peu l'image de ce que fait Google, finalement, ils ont ce revenu publicitaire qui est non négligeable. Alors, c'est vrai qu'ils sont au courant de beaucoup de choses, mais s'ils perdaient votre confiance, ils perdraient leur business. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on peut avoir confiance relativement dans ce genre de service. C'est un petit peu comme Google finalement, quelque part. On a confiance en Google, et beaucoup d'entre vous font tout dans Google. Ils cherchent plein de choses dans Google. Google est au courant de tout ce que vous cherchez, de votre adresse mail, ils sont au courant de tous vos contenus mail, ils sont au courant, si vous avez un compte YouTube et que vous faites des vidéos, ils sont au courant de ce que vous y mettez. Si vous avez un compte Google+, évidemment, vous avez une page Google+, ils sont au courant de tout ce que vous y mettez. Globalement, on a confiance en Google. Pourquoi ne pas avoir confiance en OpenDNS? C'est un peu le même problème. Voilà. Je ne dis pas forcément qu'il faut absolument leur faire confiance, mais c'est à vous de décider, bien entendu. Personnellement, je pense que c'est un risque raisonnable, sachant que globalement, leur vocation est plutôt de nous protéger plutôt que de nous traquer, nous pister. Ce n'est pas vraiment leur objectif, au départ en tout cas. Très bien, donc on ne peut pas avoir une confiance aveugle non plus. On a bien vu qu'il y a certaines choses qui passaient quand même au travers des mailles du filet. Mais malgré tout, si ça peut éliminer même 90% des problèmes, ce sera toujours ça le prix. Voilà. Donc c'est globalement le petit détail, le petit point sur lequel je voulais revenir en guise de conclusion. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, que le service de OpenDNS peut-être vous intéresse, et que du coup ça vous donnera le goût d'essayer d'aller plus loin, de jouer peut-être un peu plus avec les paramètres. Donc en attendant, c'était David pour Ordi Répar, et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo.